Bienvenue sur Face au Patriote TV. Quelle chance! Face au Patriote TV reçoit un homme digne fils de l'Afrique qui est de retour sur sa terre natale. Et oui, ça fait 35 ans qu'il vit aux États-Unis. Il vient vers nous pour nous apporter son message. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Saïd. Et ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre. Oui, la première fois il y a 8 ans de cela, c'était en Australie. Donc voilà, de Sydney, on se retrouve à Abidjan. Alors je vous dis merci. Je vous dis merci d'abord de m'inviter sur votre plateau. Et après plusieurs années, comme je disais, la dernière fois on était dans le pays des kangourous, donc pour dire qu'on peut se déplacer un peu partout. Et maintenant on est dans le pays des éléphants. Des éléphants, voilà, on était dans le pays des kangourous, maintenant on est dans le pays des éléphants, du cacao. Pour nos auditeurs et nos téléspectateurs de Face au Patriote TV, qui est M. Djibril Diabaté? Ok, je m'appelle Diabaté Gabriel Djibril. Alors, je suis connu beaucoup sous le nom Diabaté Gabriel Djibril. Et je suis ivoirien. Voilà, je suis ivoirien américain. Et je suis ivoirien et puis je suis américain à la suite. Je suis ingénieur en génie électrique et en automatisme appliqué. Et donc j'ai eu la chance de travailler pour des grandes firmes à travers le monde. Et donc Intel, IBM, Seagate, Read and Write. Et j'ai travaillé pendant 26 ans pour CSI, dans la lithographie. Disons, fait les CPU des ordinateurs et puis les disques durs des ordinateurs. Et je travaille dans beaucoup de secteurs aussi, que ce soit dans l'aéronautique, l'environnement, les semi-conducteurs. Et bon, j'ai eu tout simplement la chance d'être, de travailler pour des grandes firmes. Et puis bon, je parcours le monde jusqu'à aujourd'hui, je continue à parcourir le monde. Donc voilà un peu. Et je suis enseignant. Je suis enseignant, j'ai écrit plusieurs livres techniques. Et donc, mon dernier livre avec un chairman d'université de la Californie et qui fait 946 pages. Donc, on vient de publier il n'y a pas encore 5 mois. Et bon, j'essaie d'aider les enfants, nos enfants, j'essaie de les former. Donc, chaque 3 mois, j'ai environ une soixantaine de techniciens que je forme, qui sont un peu partout en France, au Maroc, disons au Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai pas mal de jeunes que je forme. Donc voilà un peu. Et aussi j'ai été directeur d'éducation de Global Tech Institute aux États-Unis. Et j'ai enseigné aussi pour Mukatio District dans l'état d'Illinois, de Washington State. Et j'ai un centre de formation aux États-Unis. J'ai une compagnie de consultants en ingénierie et en même temps j'ai un centre de formation en automatisme appliqué et en génie électrique. Donc voilà ce que je peux dire de ma personne. Ok, merci. Mais avec toutes ces connaissances, mais quels sont vos contacts avec votre pays, la Côte d'Ivoire? Bon, je suis ivoirien, mais j'ai des enfants ici, j'ai des petits-enfants. Voilà, je peux dire que j'ai quelques contacts, mais bon, pas trop dans le système. Voilà, donc nous sommes des techniciens, et les techniciens on n'est pas comme nous, on dit, on a un jargon chez nous. Chez les ingénieurs, on dit que nous sommes les plus cons, parce que voilà, donc on dit ça entre nous, Oui. voilà, parce que on utilise nos cerveaux, on se met ensemble pour faire des créations. Mais généralement, bon, il y a des gens qui se font de l'argent sur notre tête. Donc voilà pourquoi on se dit que nous sommes des cons. Mais est-ce que vous avez des projets pour la Côte d'Ivoire, votre pays? Bon, projet pour la Côte d'Ivoire, oui, j'avais fait
une proposition à l'époque. Et bon, malheureusement, c'est que la vision, souvent ceux qui sont en face, vous ne Parlez pas le même langage. même langage, voilà. Donc ça fait que souvent c'est difficile, mais sinon on ne peut pas rester dehors pendant longtemps et puis ne pas faire quelque chose pour le pays. Donc hier même j'étais dans une école, dont je vais demander que je vais faire une contribution. Et même si je peux donner 1 heure de cours aux enfants qui sont dans cette technologie d'une manière bénévolat sans être payé. Donc voilà un peu comment je fais, quoi. Mais en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quels sont les projets que vous avez soumis ou bien que vous voulez soumettre à l'État du Côte d'Ivoire? Oui, j'ai un projet. Bon, le projet, c'est les 17 zones, les 10 zones de développement, les 10 zones les 10 zones de développement industriel pour la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, j'ai ce projet et que je vais, disons, dans un proche avenir, que je vais soumettre. Et disons, c'est un projet qui divise la Côte d'Ivoire en 10 zones économiques. Oui. Et comment le gouvernement on peut implémenter ça en Côte d'Ivoire pour que les enfants travaillent. Parce que, bon, il faut reconnaître quand même que l'emploi, les jeunes sortent de l'école, ils ont aussi des difficultés pour avoir du travail. Même que le gouvernement fait, mais il faut aller au-delà de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut continuer à augmenter la capacité de trouver, c'est-à-dire de création d'emplois. Il faut augmenter cette capacité, c'est important. C'est vrai qu'on a parlé de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire aussi fait partie de l'Afrique, et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez des projets aussi pour ces zones? Oui, en fait, effectivement, j'ai beaucoup de projets, enfin, même projet à peu près que je présente. Et il y a seulement 2 ans, j'ai présenté un projet à l'état de la RDC. Hein, et donc, on a fait une conférence en France, et en collaboration avec des partenaires australiens. Et bon, disons, c'est généré en Australie, mais c'est mon projet qu'ils ont voulu que je présente comment ça pourrait. Là-bas, c'est les 27 zones de développement industriel du pays, les 27 régions. Oui. Donc, et malheureusement, moi je suis consultant, bon, j'essaie de les aider comment mettre ça en place. Et puis, bon, la crise s'est accentuée. Et puis, bon, du coup, voilà, tout le monde est coincé par rapport à la sécurité aujourd'hui. Et aussi, j'ai eu le projet de la Silicon Valley de la Gambie. Oui. C'est moi qui a eu disons, qui a été chargé de l'élaboration de leur plan de la Silicon Valley de la Gambie. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas se faire parce qu'il n'y a pas d'électricité en Gambie. Bon, et à la fin, bon, il y a eu changement de pouvoir, les choses ont changé, bon, donc ça m'a plus intéressé, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu du comportement des Africains et surtout de comment les choses se passent au niveau de nos dirigeants? Bon, nous sommes en Afrique, hein, et même quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, bon, un bon Africain, on est obligé d'être toujours modeste parce qu'on ne veut pas vexer les gens. Mais quand on prend l'Afrique ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas bien. Ou bien on maîtrise, on n'applique pas. Voilà, comment se fait-il que nous sommes un continent très riche et puis bon, des pays de l'Asie se développent et nous on ne se développe pas. Mais on ne se pose pas la question parce que les stratégies mises en place, ça n'existe pas dans nos pays. Oui, à ce que je sache, M. Djibril, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup fait l'Asie. Vous avez fait beaucoup les pays asiatiques. Ouais. Parlez-nous un peu de votre expérience dans les pays asiatiques. Bon, j'ai dès 1991 jusqu'à ce jour, je travaille un peu au Japon, en Malaisie, en Chine, en Corée, au Vietnam. Je travaille vraiment, je fais le tour du monde par rapport à ça, l'Asie. Et mon expérience en Asie, vraiment, j'ai écrit un livre, Afrique et développement, où sont passés nos intellectuels. Oui. Ça a pris sa source en Malaisie, à Penang, dans l'usine de Sigé. Oui. Et parce que je travaille avec une demoiselle indonésienne, elle avait à peine le niveau CM1,
Et à l'époque, hein, je vous parle de 1996 pour être plus précis, et elle avait un salaire à l'époque d'environ 150 000 francs CFA en 1996. Et 150 000 francs. Et puis son niveau d'éducation, 150 000 francs, elle était logée, comme on appelle, transportée, et puis soignée. Oui. Donc je me dis, mais si elle qui a un niveau à peine CM2 peut avoir ce travail, et comment se fait-il que nous, on n'arrive pas à le faire dans nos pays? Oui. Donc voilà un peu. Donc pour dire que ce que l'Asie a fait, c'est pas sorcier, c'est pas diable, mais nous-mêmes, on n'a pas commencé. C'est pour ça que je disais dans mon livre que le développement, c'est comme un avion qui prend son envol sur 1000 mètres. Et donc, nous, après nos indépendances, on a parcouru les 1000 mètres. Mais malheureusement, au lieu que l'avion prenne son envol, on s'est retrouvé dans un rond-point. Donc, depuis 1960, on tourne dans le rond-point, puisqu'on ne sait pas exactement quelle voie qui mène au développement. Et si je vous prends au mot, quel conseil vous pouvez donner à nos dirigeants pour que l'Afrique puisse avoir son envol véritable? Bon, je prends par exemple ici la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que ceux qui sont là, ils font un travail. Ça, il faut le connaître. On peut voir ça partout, qu'il y a un travail qui est mené. Non, il faut les encourager parce que il ne faut jamais souhaiter qu'un gouvernement échoue. Parce que si un gouvernement échoue, le gouvernement, c'est comme le produit national. Un président même, c'est le produit national brut d'un pays. Oui. S'il échoue, c'est-à-dire chacun paye ce prix. Donc que tu aimes un dirigeant ou pas, il ne faut jamais souhaiter qu'il échoue. Donc déjà, je voyage en Côte d'Ivoire, je vois il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui peut être encore parfait. Voilà, donc le président Alassane Ouattara, bon, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui fait beaucoup. Et j'ai eu la chance aussi d'être en face de lui quand il était dans l'opposition. Ça, c'était aux États-Unis. Et donc, je lui disais, Monsieur le Président, et la Côte d'Ivoire doit s'industrialiser. Hein, il a dit, prions qu'on arrive au pouvoir. Si un jour ça arrive, ça serait vraiment ce que je vais implémenter. Donc, moi, je suis c'est-à-dire, je ne pense seulement que nos développements ne peuvent venir qu'une seule chose, l'industrialisation. Sans industrie, on ne va jamais se développer. Quel que soit ce que nous allons mettre comme plan, on ne va jamais se développer. Oui, je vous prends au mot parce que, comme vous le constatez, il y a aussi des pays de l'AES, nos frères du Niger, du Burkina et du Mali, qui aujourd'hui ont pris une autre amorce face à l'industrialisation et au développement. Et si vous devez leur donner un conseil, ce sera lequel aujourd'hui? Bon, c'est la politique, géopolitique, j'ai beaucoup peur de ça. Oui. Mais la première chose d'abord, de chercher à sécuriser leur pays, et puis bon, essayer d'avoir une coopération saine avec les pays qui les entourent, comme la Côte d'Ivoire. Et puis bon, je pense que c'est les dirigeants, ils peuvent s'asseoir, discuter, ils peuvent se mettre d'accord. Parce que si on se développe ici, et se développe, dans l'ensemble, c'est l'Afrique qui se développe. Donc, c'est voilà, le conseil que je peux donner d'abord de chercher les solutions diplomatiques entre les voisins. Parce que quand vous avez un voisin, quand il y a le feu chez le voisin, ça est chez toi. Donc, nous-mêmes, Côte d'Ivoire, je ne pense pas que c'est notre souhait même qu'il y ait le feu qui nous entoure. Donc, mais je pense qu'il faut s'asseoir, ça c'est la haute diplomatie, donc ça je suis trop petit dans ça, donc je ne peux pas parler, mais le conseil qu'il peut donner, mettez bas la terre, venez auprès de vos aînés, discuter, et puis bon, on avance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, M. Patrick Achi est le nouveau président de l'Assemblée nationale, mais à l'époque, quand il était ministre, il a parlé de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous pensez de son projet? Bon, en fait, je suis d'accord. Quand il parle, parce que moi, je me sens seulement que dans le côté industriel. Parce que tous les pays développés au monde, ce ne sont que des pays industrialisés. Il n'y a pas encore d'exemple pour dire tel pays est développé par exemple, les nouvelles technologies. Ça n'a jamais développé de pays. Voilà. Et nos pays africains, on va être très forts dans les nouvelles technologies. On ne va jamais dépasser l'Inde. Ça, il faut reconnaître. Ils ont commencé depuis très longtemps.
Ah, ils sont en avance sur nous, sur tous ces plans. C'est pour cela, vous allez chez Microsoft, moi je fais travailler là-bas de temps en temps, vous trouvez des milliers d'Indiens qui viennent travailler là-bas. Et en fait, parce que les nouvelles technologies, c'est du virtuel. Ça ne peut être seulement qu'un turbo au développement. C'est-à-dire, vous achetez une voiture qui ne va pas très vite, vous adaptez un turbo pour booster le moteur et aller plus vite. Donc, les nouvelles technologies peuvent nous aider à aller vite au développement. Mais jamais de la vie, les nouvelles technologies vont nous développer. Parce que les gens, même souvent les intellectuels, comme nous sommes des intellectuels, moi personnellement je suis un intellectuel analphabète. Moi je vois les choses, parce que je connais, travailler dans beaucoup d'industries dont je sais. En fait, on a du mal c'est-à-dire à interpréter les nouvelles technologies. Nous, on a été témoins de l'Internet. Parce que l'Internet nous est trouvé. Quand nous on rentrait aux États-Unis, il n'y avait pas Internet. Personne n'avait Internet aux États-Unis. On a commencé les modems. Quand les modems ont commencé, on avait seulement que 900 baud rate. Moi, je me rappelle encore, j'ai pris mon computer, appelé le Netscape pour pouvoir télécharger. Oui. Ça m'a dit ça faisait 72 heures que ça se télécharge. Oui. Moi, j'ai quitté Washington, D.C., allé à Tokyo. Oui. Je suis rentré à Tokyo le lendemain. Le surlendemain, j'appelle madame à la maison. Elle me dit que ça allait 10%. Donc, voir un peu d'où on est parti. Oui. Donc, et ça, l'Amérique était un pays développé. La France, tous ces pays-là, c'était déjà, tous les pays développés, là, ils ont été tous développés avant les TIC. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les pays asiatiques, ils ont fait une reconversion parce qu'ils avaient déjà des industries électroniques. Donc, ils ont adapté l'industrie électronique aux industries de TIC. Parce que le TIC, là, j'ai un ordinateur, je peux m'asseoir, écrire un code, etc. pour régler tel problème. Mais vous n'allez jamais dans un magasin pour dire je suis venu acheter le TIC. Oui. Voilà. Mais c'est l'effet du TIC. Donc, voilà. Donc, il faut s'industrialiser. Mais c'est que il y a deux voies de s'industrialiser. La voie de s'industrialiser, c'est comme l'Angleterre. On n'a ni cet argent, ni cette compétence. Comme la France, comme l'Allemagne, on n'a pas cet argent, on n'a pas aussi ces compétences. Ça, il faut être clair. Mais par contre, moi, j'ai toujours écrit, j'opte pour la délocalisation industrielle. Oui. Parlez-nous un peu de la délocalisation. Parce que la délocalisation industrielle, ça aide le pays à faire un transfert de technologies sans que vous allez... Parce que moi, quand je dis transférer la technologie chez moi, c'est du n'importe quoi. Hein? Mais venez aider, venez délocaliser chez moi, donner du travail à mes enfants. Oui. Quand les enfants travaillent là, ils vont rester dans cette industrie. La technologie va se transférer sans que quelqu'un demande à ces industries de transférer les industries. Oui. Donc, je vais dire que moi, j'opte pour la délocalisation industrielle. Oui. Et malheureusement, nos pays ne comprennent pas, parce qu'il y a une vraie mafia dans la délocalisation industrielle que nos pays ne maîtrisent pas. Oui. Et moi... Aider nos téléspectateurs à comprendre le système. Oui. C'est très simple. Oui. Si je prends un exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire, supposons, je ne dis pas que c'est ça, qu'il y a 1 million de chômeurs. Oui. Si l'État doit donner 5 millions à chaque chômeur d'aller faire un business, oui. Hein, cet argent-là, je ne pense pas que nous avons dans nos caisses. Oui. Voilà. C'est trop. On ne peut pas avoir cet argent. Oui. Mais pourquoi la délocalisation, on peut prendre seulement que peut-être 50 milliards et mettre dans la délocalisation. Oui. Mais faire des zones, c'est ça, mon plan, c'est 10 zones de développement et de délocalisation industrielle. Oui. En sorte que, parce que nous n'avons pas trop besoin des industries qui veulent produire chez nous et vendre chez nous. Parce que quand on arrive à ça, ces industries regardent le pouvoir d'achat du citoyen. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans la délocalisation, ça ne nous intéresse pas.
Oui. Par contre, nous, ce qu'on cherche, que notre main-d'œuvre là, Oui. serve les autres dans leur pays. Parce que nous, si nous avons une main-d'œuvre qualifiée, Oui. hein, et qu'on vient, je prends un exemple butoir, on vient monter Apple ici en Côte d'Ivoire, Oui. hein, c'est les Américains qui vont sortir de l'emploi. C'est les pays développés qui vont sortir de l'emploi. Bon, ça, je donne cet exemple, mais il y a beaucoup d'industries qui ne sont pas connues. Oui. Mais comme nous, généralement, les dirigeants ne maîtrisent pas le contour, comment ça se passe. Oui. Bon, moi aussi, bon, c'est vrai, je ne vais pas dire ça, puisque bon, nous sommes consultants, il y a des choses qu'on ne peut pas le dire sur la place publique. Oui. Mais c'est comme ça marche. Tous les pays développés, les pays asiatiques, là, ils sont passés par ça. Donc, mais ce qui est dedans, là, même la Chine n'explique pas à nos pays. La Malaisie n'explique pas à nos pays. Moi, bon, j'ai eu la chance, puisque j'ai... De travailler avec eux. De travailler avec eux, de comprendre, puisque moi, je faisais partie d'un groupe de consultants, hein, dont on a travaillé même sur la zone Ho Chi Minh du Vietnam. Oui. Voilà. Et ça, le projet a été lancé en 1996. Oui. Hein, et je peux vous montrer pas mal de documents par rapport à ça. Mais aujourd'hui, là, le Vietnam commence à s'en sortir. Donc si nous, on fait la même chose ici en Côte d'Ivoire, mais on va être tranquille. Parce qu'il faut amener notre sol même à ne pas se fatiguer. Oui. Voilà. Parce que après, je prends un exemple, par exemple, où l'industrialisation est tellement importante pour nous. La Côte d'Ivoire paie plus de 60% des produits alimentaires, des denrées alimentaires. Jetés. C'est-à-dire, jeté. La femme du village, elle a déjà cultivé. Quand elle va au marché, elle ne peut pas vendre là, on jette. Mais on a, je crois que la Côte d'Ivoire doit avoir 12 000 villages, Oui. je pense. Voilà. Et bon, je parle sur vos supervisions par rapport à ces données. Mais si chaque zone de localisation industrielle a 5 centres de conservation, Oui. hein, regarde, depuis notre naissance, nous importons la tomate de l'Italie. Oui. L'Italie fait un peu plus de 18 milliards de dollars. Hein, 18 milliards de dollars que dans la tomate. Mais pourquoi nous, on va acheter la tomate italienne ici? On a les terres, moi j'étais en brousse, je vais regarder, on a tout ce qu'il faut pour produire ça. Si la dame va au marché et n'a pas pu vendre, on peut conserver d'une manière. Oui. On peut conserver. En sorte que les PMI, les micro-industries s'implantent à côté de ces zones de localisation et des zones de conservation. Déjà, si chaque zone de conservation peut prendre même 1000 emplois, hein, mais ça serait des milliers d'emplois qui est géré. Et les vieilles vont au marché, ça ne marche pas, et on peut conserver pendant un moment, et puis les mettre en bouteille, et puis faire en sorte qu'on ne met pas d'addictifs, parce qu'il y a une technologie où on peut conserver quelque chose sans mettre de produits chimiques dedans. Oui. Voilà. Et donc, c'est là. Donc, c'est des choses, on ne rentre pas dans un laboratoire pour aller chercher ça. Ça existe. C'est une question de bonne volonté et d'implémenter ça. Dès qu'on implémente ça, la tomate qui vient d'Italie, là, on bloque. Parce qu'on a la tomate. On a tout ce qu'il faut ici. Donc, voilà un peu. Donc, nous, c'est que ce qui arrive aux Africains, c'est que la Chine nous rend très paresseux. Parce que n'importe qui dit, oh, on peut trouver en Chine. Mais il y a une manière de dire aux Chinois qu'il y a des produits qui ne doivent pas venir ici. Parce que nous, on peut l'avoir ici. Oui. Mais si on les laisse ça, ils vont déverser le marché, les hommes d'affaires se font de l'argent, hein, et vendent. Vous allez dans beaucoup de stores. Bon, je le dis ça, je le sais, il y a beaucoup de produits qui sont vendus dans les stores, mais ce n'est pas bon pour la santé. Hein? Par exemple, si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en fait, pas la Côte d'Ivoire seulement, l'insuffisance rénale, le AVC, c'est des jeunes de 30 ans qui ont AVC. Insuffisant. Mais la cause là, il faut chercher, c'est très simple. Donc voilà un peu, M. Sidibé. Ok, si on se comprend bien, nous devons en Afrique accepter de faire la délocalisation industrielle. Il faut faire une politique de il faut faire une politique de la délocalisation industrielle. Mais comment ça va se passer? On peut arranger ça, hein? On peut aider
hein, a fait cette délocalisation. Parce que c'est une question d'abord de carnet d'adresse et de connaître aussi la mafia. Voilà, c'est une réalité. Parce que ça ne se passe pas, bon, tu ne peux pas faire un flyer pour dire, bon, voilà les prospectus, venez chez nous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe dans le noir, quand tu respectes ça là. Mais les jeunes vont travailler partout. Oui, mais parlons d'un phénomène qui commence à envahir l'Afrique, pour ne pas dire le monde entier. C'est le problème de l'IA, l'intelligence artificielle. Bon. Et vous, l'ingénieur aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, j'ai toujours travaillé dans l'automatisme appliqué, c'est-à-dire dans le IA. L'intelligence artificielle date de 1950. Hein? Depuis 1950. Nous, on n'était pas nés. L'intelligence artificielle existe. Mais et c'est maintenant les gens sont au courant parce que moi je travaille dans les Pentium. En ce moment, on avait tout simplement environ 3 millions de transistors sur les CPU. Mais aujourd'hui, on a 1 milliard, on a près de 180 milliards sur des CPU aujourd'hui. Au fait, c'est maintenant que c'est parce que l'automatisme a été fait d'une manière confinée. Hein, moi, moi, je suis certifié à travailler dans les clean rooms 10. C'est-à-dire, il y a les chambres blanches 10, oui. 100, 1000. Mais les 10, là, moi, je travaille dedans. Donc, c'est là on fait vraiment... c'est la machine qui travaille sur ça. Parce qu'on ne veut pas de molécules qui viennent de la sueur, de machin. Il y a trop de protocoles. Et ça, ces machines-là, mais c'est l'intelligence artificielle puisque c'est programmé de travailler à la place d'un être humain. J'ai écrit un document il y a 20 ans de cela, il y a un peu plus de 20 ans de cela. C'était un journal en France, un magazine en France qu'on appelait Afrique Éducation. Oui. J'étais à Semicon à Tokyo, donc ils m'ont interviewé. J'ai dit que dans les 20 ans à venir, oui, ce qui risque d'arriver, il est question de remplacer l'être humain dans l'industrie de demain. Oui. Voilà. L'article est là encore, je dis, par des systèmes qui vont nous remplacer. Oui. Mais c'est que c'est à nous de savoir adapter le IA, parce que le IA ne peut pas remplacer l'être humain. Parce que c'est comme si on dit que vous de mort, on va remplacer Dieu. Oui. Voilà, parce que c'est Dieu qui nous a mis sur terre. On ne peut pas remplacer Dieu. Donc c'est l'être humain qui a développé le IA. Mais il y a quelque chose qui m'étonne quand même pour un ingénieur en robotique et tout ça, qui parle de Dieu. Quel est votre contact avec Dieu? Non, en fait, il y a Dieu. Moi, bon, je suis musulman, je fais le pèlerinage, etc. Dieu existe, mais la simple, comme j'ai toujours dit, l'avion vole. Mais jusqu'à présent, depuis la création de l'avion, jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat qui est là, parce que même les ingénieurs aéronautiques qui ont fait l'avion, hein, je pose la question, qu'est-ce qui maintient l'avion en l'air jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un que je connaissais très bien, Joe Schroeder, qui était celui qui a conçu le Boeing 747. Moi, je lui ai posé la même question. Et bon, moi, je travaille pour CSI. CSI, c'est bien de la NASA, puisque c'est Kaufman qui a développé la propulsion des fusées. Et c'est cette technologie qui a été appliquée aux semi-conducteurs. Moi, j'ai travaillé en bas de sous ce docteur pendant 20 ans. Donc par curiosité, je posais les questions. Je travaille avec beaucoup de scientifiques. Beaucoup de bons, j'en profite même pour dire, saluer un grand scientiste, M. Wahab Bauchi, un Algérien américain qui a développé des pacemakers pour le cœur. Donc, je travaille pour lui, donc, pour son projet. Donc, pour dire que Dieu existe. Voilà, c'est des questions qu'on ne cherche pas. Donc, le IA, pour revenir au IA, le IA, pourquoi c'est intelligent? C'est parce que c'est l'idée des personnes qui travaillent au même cause. Si moi, je dois réfléchir, ma réflexion, peut-être, ça serait limité. Mais s'il y a des millions de personnes qui réfléchissent, hein, pour la même cause, les choses vont aller vite. Donc, c'est un peu le IA. Donc, ne faisons pas de mauvaises interprétations. Moi, je travaille pour une compagnie japonaise.
C'est nous qui avons construit l'usine de Nissan à Kenton, Mississippi. Ok. Et on sort 67 voitures chaque heure. Ok. Hein? Et les 67 voitures chaque heure, là, c'est parce que les techniciens qui étaient là n'étaient pas à l'époque bien formés. Oui. Sinon, normalement, c'est 125 voitures de l'heure qui doivent sortir de l'usine. Ok. C'est la machine qui fait, ce n'est pas l'être humain. Puisque si l'être humain doit faire tout ça, mais l'être humain doit programmer la machine Oui. de travailler. Donc c'est ce que nous on fait. On fait que le codage machine. Oui. Donc le IA, ça va nous aider si on a su l'interpréter. Oui. Mais ça va nous coincer. C'est comme un peu les nouvelles technologies. Oui. Tu sais que nous, Africains, on a mal copié les nouvelles technologies. Expliquez-nous. Voilà. Parce que quand les nouvelles technologies sont arrivées, ce qu'on dit que on ne peut pas se développer sans les nouvelles technologies. Mais la réflexion, il faut aller dehors, derrière. Est-ce que les nouvelles technologies ont d'abord développé un pays? Non. Mais est-ce que ça a aidé des pays à aller vite au développement? Oui. L'Inde a fait sa révolution en 1942. Mais quand les nouvelles technologies sont arrivées, ils sont mis dedans, donc ils ont commencé à oublier le côté industriel. Mais il n'y a même pas 2 ans, 3 ans, l'Inde a rejeté les bases encore de leur industrialisation. L'exemple palpable encore, c'est la France. La France, c'est un pays développé, c'est un pays industrialisé. Mais la France, l'Angleterre, les États-Unis, on a dormi, on a tellement compté sur les nouvelles technologies qu'on a baissé les bras. Maintenant, va chercher le discours du président Macron qui a lancé un programme de la réindustrialisation de la France. Le président Donald Trump lance un projet de la réindustrialisation de la France. On parle de réindustrialisation, pourquoi? Ça veut dire c'est une manière classique de faire marche arrière au fondement. Et de revenir en force. Voilà, qu'on était industrialisé, on a oublié, mais on voit que cette révolution des nouvelles technologies ne peut nous envoyer nulle part. Il faut aller encore à la source pour aller recommencer l'industrialisation. C'est là la Chine nous a coincés tous. Oui, c'est vrai, M. Djibril, vous êtes américain, certes, mais vous êtes aussi africain. Si vous devez parler à nos dirigeants africains face à cette industrialisation, face aux défis qui sont lancés dans le monde, ce sera quel message? Le message, il faut une politique de la délocalisation industrielle. Parce que, pourquoi? Moi, je travaillais on était 46 ingénieurs quand on travaillait à CSI. On avait 10 millions de dollars d'argent, de dollars qu'on prend pour faire des recherches. Oui. Hein? Mais combien de compagnies ont 10 millions de dollars? Ça fait combien de milliards ici? Il n'y a pas assez. Mais si on mettait ça c'était à l'époque quand on cherchait le Pentium pour aller dans le GMA, dans le GMA et puis aller sur les disques durs, maintenant sans balançoire, sans disque. Donc, on n'a pas cet argent. Mais si on mène une politique de la délocalisation, oui, si c'est bien ficelé, je peux vous garantir que dans les 5 ans à venir, 10 ans à venir, on va s'en sortir. L'Afrique va s'en sortir. Oui, on va avoir du travail, il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici. Nous et l'Europe, je ne dis pas qu'on va arriver au niveau de l'Europe, mais on n'aura pas trop besoin d'eux. Ça c'est un message d'espoir que vous lancez à l'Afrique. Oui, moi je suis confiant. Je suis confiant. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Si vous acceptez, donnez-moi. Je ne veux pas que moi-même je gère la politique de la délocalisation. Oui. Après chaque 2 ans, vous allez évaluer. Hein? Si ce que j'ai dit c'est bon ou c'est pas bon. Voilà. Parce que je ne dis pas, je ne vais pas vous créer... je ne vais pas vous mettre sur un chemin et puis moi-même je vais aller m'asseoir. Oui. Donc les résultats là, il faut qu'on soit là, que ça soit évalué chaque 6 mois. C'est ça. Donc moi je fais confiance à ça. Et je sais que ça marche. Je sais que ça va marcher. Droit à la caméra, M. Djibril. Parlez à nos intellectuels africains. Surtout, quel est le message que vous allez donner directement, sans faux fuyant? Non, les intellectuels, voilà, moi je suis Gabriel Diabaté,
un intellectuel analphabète. Donc, on n'est pas dans la même cour. Vous êtes les intellectuels, des gros diplômes, etc. Malheureusement, les diplômes n'ont pas pu régler aucun problème encore dans le monde. C'est pour ça, quand la Chine aujourd'hui a un avion, que la Chine fabrique un avion, c'est un technicien qui a développé les moteurs d'avion des Chinois. Il n'est même pas ingénieur. Donc, levez-vous des bureaux, de la climatisation, descendez sur le terrain, aidez nos jeunes, aidez nos industries. Parce qu'à la fin, là, si on se développe là, vous aurez fait une contribution intellectuelle. Moi, malgré que je suis un analphabète intellectuel, j'ai fait plusieurs contributions. J'ai des livres que j'ai écrit, des livres. J'ai participé à plus de 4 brevets d'invention. Donc, au moins, moi j'ai un record. Même que ça ne profite pas, par exemple, tout le monde. Mais si ça doit arriver et que je dois m'associer à n'importe qui pour qu'on arrive à faire ça, je vais le faire. Donc voilà, donc intellectuel, j'ai écrit un livre, Afrique et développement, où sont passés nos intellectuels. Le livre est là, qui a eu même un prix et qui a été vendu beaucoup. Donc je vous recommande de lire le livre. Merci, chers téléspectateurs de Faso Patriote TV. C'était le mot de fin de notre docteur Djibril Diabaté, qui... Je ne suis pas docteur. Il faut qu'on rectifie. Ah, il rectifie. Je ne suis pas docteur. Je ne suis qu'un simple petit ingénieur. Voilà. Et encore à l'école, hein, parce que je dis l'école, le jour je vais tout arrêter pour dire je reste avec mes petits-enfants, c'est ce jour je vais quand même regarder mon diplôme pour dire que j'ai un diplôme. Mais pour le moment, je suis à l'apprentissage. Voilà. Souffrez de la modestie de M. Gabriel Diabaté. C'était M. Gabriel Diabaté des États-Unis, actuellement en Côte d'Ivoire, pour parler à l'Afrique directement, droit dans les yeux. Monsieur, c'est une question pour terminer. Oui. La fois dernière, c'était en Australie. Aujourd'hui, c'est à Abidjan. Et demain, ça serait dans quel pays? Ben, demain, ce sera au Burkina Faso. Et surtout sur notre plateau Faso Patriote TV. Ok, le pari est tenu. Ok, c'est tenu. Merci. Merci.